En janvier 2002, Ahmad Abdulahad est parmi les premiers prisonniers qu'on transfère à la prison de Guantanamo. Je suis resté à l'infirmerie pendant quelque temps. Les soldats m'ont dit qu'il fallait amputer ma jambe. Dans ces circonstances, on veut parler à ses proches, leur demander conseil. Mais là-bas, je ne connaissais personne. Personne ne parlait ma langue. J'étais tout seul. Après avoir réfléchi un moment, j'ai donné mon consentement. Je ne me rappelle pas ce qui me passait par la tête. Ça a été un des jours les plus difficiles de ma vie. Je ne pouvais pas retenir mes larmes. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que je n'ouvre les yeux. Il y avait des infirmiers autour de moi. Et j'avais une couverture drapée sur moi. J'ai immédiatement regardé la couverture. Il y avait 2 soldats debout près de mon lit. Ils ont compris ce que je voulais et ont rabattu la couverture pour découvrir ma jambe. Ma jambe n'était plus là. It was early April 2002. C'était au début d'avril 2002. Le téléphone a sonné. C'était un major qui travaillait avec l'une des entreprises de services linguistiques à Guantanamo. Rushan Abbas est d'origine ouïghour. Adolescente, elle a immigré aux États-Unis, un pays dont elle est aujourd'hui citoyenne. Il m'a demandé, avez-vous entendu parler des Ouïghours capturés en Afghanistan et détenus à Guantanamo? Je lui ai dit oui. J'ai besoin de vous à Guantanamo pour servir d'interprète à ces Ouïghours. J'étais sous le choc. Je ne savais pas quoi répondre. Mais j'ai décidé d'y aller. J'ai décidé de foncer et de servir mon pays, puisque mon pays avait besoin de moi. Le 11 juin 2002, 18 prisonniers ouïghours arrivent à Guantanamo. En descendant de l'avion, ils nous ont enchaînés. J'ai été le premier enchaîné. J'étais complètement désemparé. Je me demandais si j'allais finir ma vie à cet endroit. En juin 2002, on m'a dit qu'un avion transportant des Ouïghours arrivait. Je suis allée voir. À ce moment-là, il y avait en tout 22 Ouïghours. Quand ils ont emmené le premier Ouïghour pour son interrogatoire, j'étais très nerveuse, parce que je ne savais pas encore qui étaient ces gens. Je me disais, c'est peut-être un terroriste. Après tout, il est à Guantanamo parce qu'il est soupçonné de terrorisme. Un jour, on m'a emmené pour un autre interrogatoire. En entrant dans la salle d'interrogation, j'ai vu une femme en uniforme. Elle avait l'air d'origine ouïghour. J'étais content que l'interrogatoire se déroule dans ma langue, pour éviter des malentendus.
Nous avons posé des questions à l'interrogateur comme « Pourquoi sommes-nous ici? Quand serons-nous libérés? Nous n'avons aucun conflit avec les États-Unis. Nous ne sommes pas en guerre contre vous. » Il a expliqué ce qui était arrivé le 11 septembre. Il a dit « Les États-Unis vous ont capturé en Afghanistan. Vous êtes impliqués dans un grave conflit politique. » Et c'est par l'entremise de ma traduction qu'ils ont compris pour la première fois la gravité des attaques. Et ils se sont sentis très mal. La première chose qu'ils ont dite, c'est qu'ils étaient désolés pour les victimes et que c'était un geste complètement inacceptable dans l'islam. Des soldats m'ont conduit dans une cellule et ils m'ont dit que j'habiterais là. Puis ils ont verrouillé la porte et sont partis. Les prisonniers ouïghours ne s'en doutent pas, mais ce sont les négociations sur la guerre en Irak aux Nations Unies qui vont déterminer leur avenir. Iraq's behavior demonstrates that Saddam Hussein and his regime have made no effort to disarm as required by the international community. Washington veut l'appui de la Chine pour que le Conseil de sécurité approuve cette intervention armée. En septembre 2002, les Chinois exigent et obtiennent que les États-Unis inscrivent sur leur liste d'organisations terroristes le mouvement islamiste du Turkestan oriental, un groupuscule anti-chinois connu comme le Etim. En même temps, Washington autorise l'entrée à Guantanamo d'une équipe de la police secrète chinoise pour y interroger les 22 Ouïghours. Les officiels chinois sont entrés et ont mis le climatiseur au maximum. Il faisait tellement froid. J'étais complètement abattu. Je me demandais pourquoi le gouvernement américain avait autorisé ces animaux sans scrupules, reconnus pour leur cruauté, à nous torturer ainsi, dans le froid. Nous avons été obligés de rester assis pendant 8 ou 9 heures d'affilée. Personne n'a parlé. Ça a duré 3 ou 4 jours. Ils m'ont fait venir après les autres. D'où viens-tu? J'ai dit du Turkestan oriental. Ils ont dit le Turkestan oriental n'existe pas. J'étais déçue, très déçue de mon pays, du gouvernement des États-Unis et de la façon dont on avait laissé le gouvernement chinois libre de faire ce qu'il voulait dans ce camp de détention, situé sur une base militaire américaine. Quand ils m'ont demandé « Comment t'appelles-tu ?», je n'ai pas répondu. Alors ils ont sorti un calepin et m'ont raconté mon histoire. Les Américains leur avaient donné cette information. Tous les renseignements confidentiels ont été transmis au gouvernement chinois. Les interrogateurs américains avaient pourtant promis plusieurs fois aux Ouïghours « Ceci appartient aux États-Unis ». Il est écrit « classifié » ici. Ils brandissaient ces dossiers en disant « Vous voyez le mot « classifié » ? Ces renseignements sont tous classifiés et appartiennent au gouvernement américain. Personne ne les verra. Ni le gouvernement chinois, ni personne. Après le départ des Chinois, nous avons été enfermés dans des cellules d'isolement. Nous étions abasourdis et avons réalisé que les Américains ne tenaient pas leurs promesses. Ils nous ont isolés dans des cellules sombres pendant des semaines parce qu'on n'avait pas coopéré avec les Chinois. Vers septembre-octobre 2002, les interrogateurs américains et l'armée américaine ont déterminé que les Ouïghours n'étaient pas une menace contre les États-Unis. J'ai subi 30 interrogatoires. Et 25 fois sur ces 30, l'interrogateur m'a dit « Tu es innocent, tu vas être libéré. On cherche un pays prêt à t'accueillir. Tu as été accusé à tort. Notre gouvernement s'est trompé. Il faut être patient. » C'est ce qu'ils m'ont dit à la fin de chacun des interrogatoires.
Nous avons attendu 1, 2, 3 mois. Il nous disait simplement, la politique américaine a changé, vous devez être patient. Mais nous sommes quand même restés 2 ans et demi au camp 4. Le 19 mars 2003, les États-Unis envahissent l'Irak sans l'appui du Conseil de sécurité des Nations unies. Seulement 35 pays soutiennent l'intervention américaine et la Chine ne fait pas partie de cette liste. Le 28 juin 2004, la Cour suprême décide que les tribunaux américains ont juridiction sur la base navale de Guantanamo et qu'en conséquence, les prisonniers ont le droit de contester leur détention devant les cours américaines. Une semaine plus tard, l'administration Bush réplique en créant des tribunaux militaires d'examen du statut de combattant, appelés CSRT. Ils m'ont dit, tu vas aller devant un tribunal militaire, prouve ton innocence et tu seras libéré. Entendre ça m'a profondément choqué. En 2003, il nous avait dit que nous étions innocents et qu'il suffisait de cogner à la porte pour être libérés. Mais nous étions toujours là. Je ne voyais pas de raison d'aller devant un tribunal militaire. Les détenus reçoivent dans ces tribunaux un résumé des accusations portées contre eux, mais ils n'ont pas le droit de contester les décisions du gouvernement. En fait, ils n'ont même pas le droit d'avoir un avocat. Je répondais à toutes leurs questions dès qu'ils les posaient. Finalement, les interrogateurs ont épuisé toutes leurs questions. Je leur ai dit, ce que vous nous faites est injuste. Ceci n'est pas la justice. En 2004, Ghanim, qui était dans la cellule voisine, est revenu d'un interrogatoire. Il m'a dit, j'ai rencontré mon avocat. Si tu en veux un aussi, je t'aiderai à écrire une lettre. C'est une copie de la demande d'aide juridique que nous avons reçue. Elle nous a été envoyée de la prison par un autre avocat. Elle comporte le nom de nos 2 premiers clients, Abou Bakr et Adel. Saban Willett est avocat de la firme Bingham à Boston. Bien qu'il n'ait pas d'expérience en défense des droits humains, il décide en 2005 de défendre pro bono plusieurs prisonniers ouïghours. En juillet 2005, il peut enfin entrer à Guantanamo. Je me souviens quand je suis arrivé au camp Echo pour rencontrer Abou Bakr. C'était le premier client que je rencontrais et je pensais, qui vais-je rencontrer? Un affreux terroriste? Je ne sais pas. Je n'ai pas de dossier, pas de documents, je ne lui ai jamais parlé. Ils nous ont menés jusqu'à lui. J'avais des chaînes aux mains et aux pieds. Ils m'ont découvert les yeux seulement quand j'étais devant lui. Je lui ai dit, pourquoi êtes-vous venu ici? Il a répondu, pour vous rencontrer. J'ai dit, à quoi bon venir me rencontrer maintenant? Je vous ai écrit il y a plusieurs mois et c'est maintenant que vous venez? Il y a 2 mois qu'ils nous ont innocentés. Il a dit, quoi? Il s'est levé et a dit, en vertu de la loi américaine, les innocents ne doivent pas être enchaînés. Comment pouvez-vous être innocentés? J'ai dit, ils nous ont déclarés innocents, mais ils nous gardent enchaînés. 2 mois plus tôt, les tribunaux d'examen du statut de combattant ont effectivement déterminé qu'Abou Bakr est innocent. Par contre, Ahmad et Khalil sont toujours considérés comme des ennemis combattants. Nous avions ce fait inusité. Le ministère de la Défense, sans l'intervention d'un avocat, avait blanchi cet homme et avait statué qu'il n'était pas un combattant ennemi pour ensuite le renvoyer à la même prison. Ça faisait une histoire intéressante pour les médias. Et immédiatement après les médias, nous nous sommes adressés aux tribunaux.
Et le juge a vivement réagi. Attendez, ces hommes blanchis, ils sont toujours détenus, vous nous devez des explications, a-t-il dit au gouvernement. Et nous avons donc tenu des audiences tout l'automne. Mais dans son jugement, il a rejeté notre demande. C'était en 2005, juste avant Noël. Il a dit qu'il ne pouvait accorder aucune réparation. Les États-Unis étaient le seul endroit où ces gens auraient pu être libérés, car il ne pouvait ordonner à aucun autre pays de les accueillir. Et il ne croyait pas avoir l'autorité de renverser l'objection du gouvernement de les accueillir. Il a dit, comme je ne peux accorder aucune réparation dans le cadre de cette demande, je dois la rejeter. Alors nous avons interjeté appel. Le 1er mai 2006, l'avocat de l'armée est venu nous dire « Dans 4 jours, vous vous envolez pour l'Albanie ». J'ai répondu « L'Albanie est un pays communiste, nous sommes venus d'un pays communiste et nous retournons dans un autre pays communiste ». Comme nous contestions la décision du juge Robertson, le gouvernement, lui, était toujours inquiet que les tribunaux soient mécontents du fait que personne ne puisse donner suite à l'ordonnance d'habeas corpus. Le gouvernement a donc invalidé pratiquement la cause en transférant les hommes en Albanie, le seul pays d'Europe où les gens ont applaudi George Bush lors de sa visite. Après le décollage, nous avons posé beaucoup de questions aux soldats au sujet de l'Albanie. Ils nous ont dit que ce serait un vol de 12 heures. Est-ce qu'ils nous emmenaient en Chine ou en Albanie? C'était un vol de 12 heures sans escale? Je ne sais pas pour les autres, mais moi, j'ai commencé à avoir peur. Il y avait une horloge derrière moi. Je la regardais sans arrêt. Après exactement 12 heures, l'avion a atterri. Ils nous ont conduits à un poste de police près de l'aéroport. Ils ont retiré les menottes de plastique de nos poignets. Là, nous avons commencé à nous détendre. Nous pensions, nous sommes libres. Quatre jours plus tard, réaction à Pékin. 阿尔巴尼亚方面呢，近日接收了5个人呢，根本不是什么难民，而是东突的恐怖嫌犯。东突呢是国际恐怖势力的组成部分，与基地组织和塔利班有着密切的联系。我们已经向有关方面提出了严正的交涉，要求美国和阿尔巴尼亚尽快将上述嫌犯遣返回中国。